Aujourd'hui, on va analyser une vidéo qui est censée t'aider à mieux manger. Comme ça, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi manger de sain sans prendre la tête. Je vais te montrer exactement de quelle façon je réfléchis. Comme ça, tu pourras faire pareil. C'est parti. Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, perso, je ne sais plus quoi manger. Arrête de manger du jambon blanc. Stop eating eggs. Les gars, arrêtez de manger des flocons d'avoine, ok? Vous n'êtes Franchement, ça se comprend. On voit plein de choses sur les réseaux sociaux. On ne sait plus vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux. Et pour beaucoup de gens, ça peut être compliqué. La vérité, c'est que même beaucoup de nutritionnistes se contredisent sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est encore plus dur de savoir qui il faut croire. Mais tu vas voir, c'est pas impossible et c'est même plutôt facile. Déjà, pour les flocons d'avoine, tu peux clairement en manger. Il faut juste penser à les faire germer et les faire fermenter. Diététicienne nutritionniste, je lui ai mis des aliments sur une table et on va les classer ensemble sur cette étagère. Il y aura 3 couleurs, couleur verte pour les aliments bons pour la santé, jaune pour des aliments à consommer avec modération et rouge pour des aliments à bannir de son alimentation. Alors tu vas voir, malgré le fait qu'elle soit nutritionniste, il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis pas d'accord dans cette vidéo. Au passage, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Elan. Déjà, première question. Selon toi, quel est le pire aliment sur cette table? Il y en a beaucoup. Déjà, visuellement, ce que je pourrais dire peut-être en premier, c'est le ramen. Directement, ça sera classé dans les rouges. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose peut-être qui est vraiment pas intéressant pour notre santé. En fait, à l'intérieur, bon, déjà, c'est séché, c'est lyophilisé, donc tu as un petit peu moins de vitamines et de minéraux à l'intérieur par ces process justement de séchage. Et aussi à l'intérieur, même si parfois c'est au bœuf, au poulet, etc., tu as beaucoup plus de féculents que de bœuf ou de poulet et de légumes à l'intérieur. Et généralement, ça, tu vas te le prendre en plat unique. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'en manger. Oui, régulièrement, au moins une fois par semaine. Ok. Bon, une fois par semaine, ça va, en vrai. Mais si tu commences à manger 2-3 fois par semaine, parce que c'est la course, c'est ultra rapide, etc., ben, en fait, ça ne va pas te faire un plat équilibré. Il va te manquer des légumes et beaucoup plus de protéines. Franchement, sur ça, je suis totalement d'accord. Ce genre d'aliment, c'est ultra transformé et niveau nutriments, c'est pas ouf. C'est pas un vrai repas en réalité. Il n'y a pas grand chose dedans. Ça va pas te remplir le ventre. 2-3 heures après, tu vas avoir faim et c'est rien de bon pour toi. À l'intérieur de ton repas, parce que généralement, un repas équilibré, c'est un quart de ton assiette en féculents, un quart de ton assiette en protéines et la moitié de ton assiette en légumes. Bon, si tu commences à équilibrer ton assiette, la moitié de ton assiette en légumes, ça fait un peu beaucoup. Mais tu peux essayer de faire un tiers, un tiers, un tiers, par exemple. Et dans ces plats-là, on n'y est pas du tout. Et Franchement, je suis plutôt d'accord avec la proportion pour les assiettes. Je pense que faire un tiers, un tiers, un tiers, c'est pas mal. Quand tu regardes dans certains plats traditionnels, on peut prendre un exemple simple, les ramen. Il y a de la viande, un bouillon, des pâtes, et ça te fait tout ce qu'il te faut. Nos ancêtres ont mangé de cette façon, donc ça devrait continuer à marcher pour nous. Il n'y a pas besoin d'essayer de réinventer la roue, et ça, c'est une très bonne chose d'essayer de voir ce qui a marché à l'époque et essayer de l'appliquer à nos vies actuelles, si c'est possible. surtout, si tu as très peu de légumes et très peu de protéines, dans 2 heures, tu auras la dalle. Oui, bah, c'est ce que je remarque souvent. C'est vrai. Je complète Exactement ce que généralement je avec disais. des œufs, moi. Donc, Ah ben c'est parfait. ok. Voilà, en fait, le but, c'est du coup de trouver des petits systèmes. Si tu as ça qui a beaucoup trop de féculents, tu rajoutes des œufs, tu rajoutes un petit paquet de tomates cerises, un petit paquet de carottes râpées, et après, tu es dans l'équilibre. Alors la problématique aussi de ces boîtes-là, c'est que tu as quand même pas mal d'additifs à l'intérieur, parce que le but, c'est de conserver un maximum possible. Donc c'est pas non plus, même si la base est un féculent, c'est pas non plus un féculent sain comme les... Ouais, ça c'est pour moi le plus gros problème là, tout est ultra transformé. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes d'additifs, potentiellement des pesticides, des OGM, plein de choses que tu ne peux pas. Et c'est pour ça que pour moi, même manger ça une fois par semaine, c'est pas quelque chose que je ferais. Après, je peux comprendre pour certaines personnes, ça peut être compliqué, mais dans ce cas, il y a des alternatives un peu meilleures. Mais c'est pas quelque chose que je recommande du tout. les pâtes, le riz, le pain, etc., qui sont plus intéressants pour ta santé. Là, tu as beaucoup plus d'additifs à l'intérieur et tu as aussi beaucoup de sel. Bah, écoute, je te laisse Allez, je le placer classe dans- directement en rouge. Ouais. Hop là, Je te propose cette boisson-là, donc qui est un soda. une et bonne cette boisson sucrée boisson-là, et énergétique. énergétique. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Ah. les deux? Déjà, en termes de niveau de sucre, on est kiff-kiff sur les deux. Il me semble que les boissons énergétiques, c'est ça, on a 11 grammes et les sodas qui sont même très élevés en sucre sont à 10,6. Donc les deux sont déjà très très sucrés. Là, c'est 10 grammes au 100 millilitres, mais en fait, tu bois la canette entière. Donc c'est 30 grammes de sucre facile sur ta canette.
C'est très, très gentil, mais là, elle parle que de sucre et oui, le sucre, il faut le limiter, bien sûr, mais moi, c'est pas mon plus gros problème. Je veux dire, ça dépend énormément de la qualité de tes aliments, ça dépend de ce que tu manges. Bien sûr, un soda comme ça, c'est à bannir. Pour moi, je le prendrai pas, mais c'est pas à cause du sucre, c'est parce que ces sodas sont ultra transformés et avec ce sucre, il y a rien du tout d'intéressant pour ta santé et surtout, en plus de ce sucre, il y a des additifs. Si tu les prends zéro, c'est-à-dire sans sucre, des édulcorants et c'est tout aussi mauvais, voire pire. Pour moi, c'est pire. Donc ouais, à éviter, mais pour moi, c'est pas seulement une question de sucre. L'OMS recommande de limiter la quantité de sucre par jour à 50 grammes maximum. Donc en fait, tu vois déjà là avec ta canette, tu as déjà passé ta limite de la journée. Alors que ça se trouve à côté, tu as pris un petit lait végétal, tu as pris une petite compote, tu as pris une petite brioche. Et bien du coup, ça va augmenter ton taux de sucre dans la journée. Maintenant, Franchement, ça, c'est un truc, je suis pas trop fan des recommandations de l'OMS, sur le sucre, parce que ça généralise beaucoup trop. Quelqu'un qui est très sportif, qui est très musclé, va brûler énormément de calories au repos, bien plus que quelqu'un qui n'est pas actif et donc il aura besoin de plus de sucre que quelqu'un qui est petit et pas actif. C'est naturel, c'est comme ça. 50 grammes, c'est beaucoup, mais ça dépend pour qui. dans les supermarchés, il y a plein d'alternatives qui sont pas forcément sans sucre, parce que parfois il y a des édulcorants à l'intérieur qui sont quand même pas top non plus pour la santé, mais qui sont faibles en sucre. Il y a plein de gammes qui se sont faites à base de fruits, qui restent pétillantes, etc. et qui peuvent être intéressantes comme solution alternative à ces boissons sucrées. Et c'est quoi le risque de consommer autant de sucre à terme, admettons? À terme, c'est de développer énormément de facteurs de risque de pathologies comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Carrément. On a pas mal aussi de liens qui se font entre aussi la santé mentale, notamment la dépression et l'alimentation. Donc le but, c'est vraiment de réduire en fait son sucre au quotidien. Un soda sans sucre, c'est toujours mieux qu'un soda tout court? Ou est-ce que c'est un petit peu une fausse pub? Ah, pour moi, c'est pareil. Ok. Dans le soda sans sucre, tu vas avoir des édulcorants. Les édulcorants, on est revenu un petit peu dessus. Il n'y a pas de lien direct entre un édulcorant et une pathologie. C'est pas parce que tu vas boire du soda sans sucre que tu vas développer une maladie cardiovasculaire, un cancer, etc. Il n'y a pas de lien direct. Mais on a remarqué depuis quelques années que la consommation d'édulcorants pouvait être néfaste pour notre microbiote. Tu sais, c'est les petites bactéries qu'on a dans les intestins. Oui, tout à fait. Et en fait, on découvre depuis des années qu'il y a plein de liens entre notre microbiote et différentes pathologies qu'on peut avoir, notamment le SOPK, l'endométriose, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson. Est-ce qu'un verre... Franchement, je rejoins complètement notre nutritionniste dessus. Les boissons sans sucre, mais avec des édulcorants, c'est tout aussi mauvais, voire pire que les boissons sucrées. Et ouais, il y a pas mal de gens que ça doit troubler, mais en fait, c'est pas une solution. Tu trompes ton corps, tu auras encore plus envie de sucre si tu consommes ce genre de choses. Je préfère prendre une boisson sucrée, très sucrée, avec des vraies calories qui me font prendre du gras, que consommer une boisson zéro sans sucre. par semaine, c'est OK? Parce Oui. que j'avoue qu'un soda en terrasse, ça fait quand même plaisir. Non, mais clairement, un verre par semaine, c'est clairement OK. Et généralement, dans l'alimentation équilibrée, on dit que c'est 80% du temps, tes assiettes doivent être dans l'équilibre. Donc, ce que je t'ai dit tout à l'heure, protéines, féculents et légumes. Et le matin aussi, globalement équilibré, prendre un goûter de temps en temps de manière équilibrée, etc. Et 20% du temps, tu te fais plaisir. C'est tu te fais plaisir, tu prends un petit ramen parce que tu n'as pas le temps, tu prends un petit soda en terrasse ou même un cocktail ou une plaquette de chocolat qui te fait plaisir, etc. Ça doit rentrer dans tes 20% du temps. Donc, c'est-à-dire Franchement, ça, c'est un truc, je suis pas du tout fan. Oui, le chocolat, c'est OK parce que le chocolat, c'est bon pour ta santé si tu le choisis bien. Mais sinon, tout ce qui est coca, ramen, ultra transformé, tout ça, je recommanderais même pas de consommer ça une fois par semaine parce que ça nourrit ton addiction. Tu vas juste en avoir de plus en plus envie. Alors que si un jour tu arrives à casser ce cycle de je mange du sucré, donc j'ai encore plus envie de sucré et j'en remange, etc. Si un jour tu arrives à complètement casser ce cycle, tu te sentiras mieux, tu auras plus envie de ce genre de malbouffe et en plus manger de la vraie nourriture, ça te semblera des exceptions, ça te semblera pas mauvais et manger sainement, c'est aussi du plaisir si tu le fais bien. Tu peux te faire, un tas de snacks sains, tu peux te faire des gâteaux, tu peux te faire du popcorn, tu peux te faire plein de choses qui sont bonnes pour toi
et pas dangereuse pour ta santé. Je sais de quoi je parle. Là, j'ai quand même un Coca Zéro et des chocobons. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça vous donnera envie. Mais moi, c'est un truc, ça me donne même pas envie parce que juste à côté, j'ai du miel. Ça paraît bizarre, mais je préfère le miel que ce genre de choses. Pour certaines personnes, c'est hyper tentant. Je les ai juste à côté de là où je travaille, mais j'y pense même pas. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois que tu arrêtes de manger de la malbouffe à 100%, pas d'exception, t'as plus envie de ce genre de choses. Sur une journée, si le matin t'es équilibré, le midi t'es équilibré et le soir t'es équilibré, au goûter, tu peux très bien te faire un petit truc qui te fait kiffer. Oui, c'est une question d'équilibre, quoi. Exactement. Oui, c'est une question d'équilibre, mais pour moi, du moment que c'est sain. Jamais de malbouffe, mais par contre, des gâteaux de temps en temps, ça passe parce que c'est fait maison, avec des bons ingrédients, il y a pas de problème. Tu peux te faire des biscuits, tu peux te faire des chamallows maison, tu peux te faire tout ce que tu veux, mais du moment que c'est sans additifs, pesticides, ce genre de choses. Oui. Je comprends. Bon, où est-ce qu'on place ces deux boissons? C'est à rester dans l'équilibre, donc moi je les verrai vraiment tout en bas. Ok. Malheureusement pour elle. Ah oui. Promis, il n'y a pas que du rouge. Continuons sur les boissons. Je propose celle-là. Ouais, du matcha. Le matcha, c'est considéré comme une boisson saine. Mhm. Est-ce que c'est le cas? Oui. Après, j'ai l'impression que c'est un petit peu la mode ces derniers temps, le matcha. On voit du matcha de partout, tous les influenceurs lancent leur matcha. Mais en soi, c'est vraiment similaire à du café et du thé. Dedans, tu retrouves de la théine, c'est pareil. Dedans, vu que tu as une petite couleur verte, tu as un petit peu plus de substances qui vont être intéressantes pour notre santé. Mais le café, c'est pareil, il y a plein de substances à l'intérieur qui sont intéressantes. Le thé, c'est pareil. Donc, en fait, je le verrais exactement au même stade. C'est-à-dire que si tu adores le matcha, tu adores le goût, etc., mange-en. Enfin, bois-en, surtout. Mais si le matcha, ça reste quand même une boisson de luxe, ça reste quand même assez cher, surtout si tu dois prendre de la qualité. Autant prendre du café et du thé si ça te fait plaisir, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, le seul problème du café, le thé ça va, le matcha ça va, mais le café c'est quand même extrêmement addictif. Et même si c'est bon pour la santé, le but c'est de ne plus avoir d'addiction. C'est juste, je sais pas, je suis comme ça. Je pense que ne pas avoir d'addiction, c'est mieux que d'être addict à un truc plutôt bon pour ta santé. Mais oui, le café, ça a des effets positifs. J'ai juste pas envie d'être addict à ça. Ça va pas être meilleur, surtout que le matcha, généralement, on va rajouter du lait dedans, on va rajouter un petit sirop. Donc le matcha, latte, supplément, sirop de vanille, etc., c'est pas top. Alors qu'un café serré, normal, un thé sans rien dedans, c'est très bien à la santé aussi. Est-ce qu'on peut en boire tous les jours, du coup? Oui, Ouais. 1 à 2 tasses, Une à deux tasses comme par jour. le café, le thé. À partir de 3 cafés, c'est considéré comme problématique? Bah, ouais, franchement, le but, c'est quand même d'être à 2 tasses maximum. T'es à peu près à combien par jour? Ouais, je frôle plus les 3 tasses, 3-4 Ça tasses, mais va. j'ai quelques collègues où c'est 5 tasses. Ouais, 5 tasses, ça commence à être Ouais. un peu C'est- beaucoup. Ça, c'est vraiment l'excuse d'à peu près tout le monde. C'est de se dire, bon, je mange pas très sainement, mais autour de moi, il y a des gens qui sont pires que moi. Donc ça va. Il faut pas rester dans cette zone de confort. Il faut essayer un jour de s'en émanciper, d'arrêter d'être tout le temps à se comparer aux gens plus faibles que nous. Si toi, t'arrives à ne jamais manger de malbouffe, c'est exceptionnel, c'est bien. Pas besoin d'en manger de temps en temps en te disant que ah, il y a tout le monde qui en mange un peu, bah je peux aussi en manger un peu et ça va. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, mais tu peux faire de sorte à éviter d'être influencé trop fortement par eux. Ça doit faire taper le cœur. Après, c'est surtout aussi si t'as pas de problème de sommeil derrière avec le café, ça va. Si tu ressens pas un petit peu une sensation d'anxiété, de tapage de cœur, ça va aussi. Il y en a qui ont ces symptômes-là aussi en buvant du café, du thé ou du matcha. Donc déjà, si tu le vis bien au quotidien, c'est OK. Maintenant, la recommandation, c'est 2 tasses maximum par jour. D'accord. Et si on prend 2 tasses par jour pendant 20 ans, admettons, il n'y a pas de risque de pathologie ou autre? Non, et justement, en fait, vu qu'il y a certains bienfaits dans le thé et le café, il y a même pas mal d'études qui montrent justement que la consommation de café et de thé de 1 à 2 tasses par jour, tous les jours, ça peut être bénéfique, notamment sur notre cœur. Et le café, moi j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas forcément commencer par cette boisson-là la journée. Est-ce que c'est le cas? Alors, le but, c'est déjà surtout de t'hydrater.
avant de commencer ta journée parce que je vois beaucoup de personnes qui, le matin au petit-déj, commencent directement par le café. Ton corps, ça fait 9-10 heures que tu n'as pas bu d'eau. Il faut déjà que tu boives ton verre d'eau. Forcément, quand on pense au matcha, au café, on pense aussi au café latte. Et tu l'as dit d'ailleurs, le matcha, Ouais. En fait, il y a une autre raison pour laquelle il faut éviter de prendre du café le matin, et je comprends pas pourquoi la nutritionniste n'en a pas parlé, mais c'est que ton cortisol augmente naturellement le matin. Tu as de l'énergie naturellement le matin. Et si tu prends un café en même temps, l'effet du café est assez annulé parce que tu as déjà pas mal d'énergie. Alors que si tu décales 2 heures après, à peu près, tu vas avoir ton énergie du matin qui augmente. Puis ensuite, au moment où ton énergie allait diminuer, tu as un autre café, tu as un café qui t'aide à ce que ton énergie reste haute. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux décaler son café de 2 heures après s'être réveillé. Et comme ça, t'es pas trop... Et comme ça, ton cortisol reste maîtrisé. ça se Oui. consomme aussi avec beaucoup de lait. Beaucoup de latte, oui. Donc, j'ai du lait Ok. de vache et d'avoine. Déjà, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces deux boissons? Est-ce qu'elles sont saines? Est-ce qu'elles sont bonnes pour l'organisme? C'est une très bonne question parce que en ce moment c'est un peu la mode du lait végétal, il faut plus boire de lait, etc. Moi je trouve que le lait, si tu arrives encore bien à le digérer, si tout se passe bien, que tu n'as pas d'effets parfois qui peuvent être des petits boutons, il y en a qui réagissent mal au lait par rapport à ça. Ouais, franchement, ça c'est un problème que j'ai. Si je bois du lait, j'ai directement des boutons et je suis ballonné. La majorité des gens ne digèrent pas bien le lait, donc il faut être conscient de ça. Tu peux consommer du lait, il n'y a pas de lien entre le lait et des perturbateurs endocriniens et tu vas avoir des pathologies derrière. Il n'y a aucune preuve scientifique. Donc s'il n'y a pas de problématique, le lait, c'est pas mauvais pour la santé, ça apporte quand même pas mal de protéines. Et tu as aussi du calcium et de la vitamine D qui sont notamment intéressants jusqu'à 25-30 ans parce que tu grandis encore un peu, donc pour les os c'est intéressant. Et puis la vitamine D aussi, on est beaucoup en carence. En France, surtout, il me semble, l'hiver, il y a 1 personne sur 2 en carence de vitamine Ah oui. D. Ouais, Et comment c'est ça se énorme. Mais parce qu'il y a moins de soleil. Ouais, ça c'est un truc très très vrai. On a énormément de carences en vitamine D, encore plus les noirs, parce que on a une peau plus foncée qui fait qu'on synthétise moins de vitamine D. Et en fait, le lait à l'époque, ça servait vraiment à ça, ça servait à éviter les carences en vitamine D. Tout simplement. Si on revient sur nos laits, donc le lait de vache, c'est plutôt OK, et le lait d'avoine, du coup. Je suis la première à boire du lait végétal, hein. J'adore Moi aussi, j'aime trop le lait végétal, c'est vraiment trop bon. ça. Généralement, moi, je prends plus du lait de soja parce que le lait de soja, en termes de protéines, c'est ce qui ressemble le plus au lait de vache. Peut-être, mais il y a un deuxième problème assez énorme, je comprends pas pourquoi elle n'en parle pas, c'est que le lait de soja contient des phytoestrogènes. C'est naturellement présent dans le soja. Bon, il y a des techniques pour réduire ces phytoestrogènes, mais tu peux pas en consommer juste comme ça sans avoir de problème. C'est vraiment pas ouf. Il faut pas prendre de lait de soja. Il faut prendre n'importe quel autre lait végétal. On est à 3,2 grammes au 100 millilitres. Et le lait de soja, la particularité du soja, c'est que déjà, tu vas absorber quasiment 100% des protéines parce que c'est une protéine qui est complète. On appelle ça comme ça. Ça, c'est vrai. Et ce qui est intéressant aussi dans le lait de soja, c'est qu'en fait, on n'a pas trop d'additifs à l'intérieur parce que le soja se tient bien dans le lait. Ça aussi, c'est vrai. La problématique des autres laits végétaux, c'est que avoine, amande, ça se tient un peu moins bien dans la bouteille. Donc les industries agroalimentaires sont obligées parfois de rajouter des additifs pour que ça se maintienne, comme des épaississants notamment. Et ici, je suis pas très fan de cette bouteille notamment. On a de l'eau. Bon, c'est comme tous les laits végétaux, on est Ça va, obligé d'avoir de l'eau à jusque-là. l'intérieur. Comme le lait, hein, on Ouais. est quasiment à 80-90% d'eau. Ah oui, C'est d'accord. quasiment la même chose. On a de l'avoine, 10%, ça c'est OK. On a de l'huile de colza, donc on va en fait te rajouter de troisième l'huile aliment. pour de la texture. Et ensuite, tu as des correcteurs d'acidité. Et on va te mettre du sel aussi à l'intérieur pour que ça. Ça, c'est un gros problème des laits végétaux. La majorité des laits végétaux ont plein d'additifs. Vraiment, j'ai eu du mal avant d'en trouver qui soient sans rien. Ça vaut pas la peine de consommer des laits végétaux régulièrement s'ils contiennent des huiles de graines ou s'ils contiennent certains additifs, des correcteurs d'acidité, même du sel. C'est pas nécessaire, c'est pas donné, mais j'ai eu la chance de pouvoir avoir un lait d'avoine qui est à 100% fait d'avoine. J'en consomme pas régulièrement du coup parce que c'est vraiment pas donné. Mais ne prends pas de lait végétaux si ils ont des additifs. Ne prends pas non plus le lait de soja parce qu'à cause des phytoestrogènes. Et voilà. Ça ait meilleur goût. Donc tu vois, tu n'as quand même pas que de l'eau et de l'avoine, tu as de l'huile, tu as du sel
tu as des correcteurs d'acidité. Ouais, effectivement. Donc, si c'est ton petit plaisir du matin, why not? Mais t'en boire 2 litres par jour, non. Ok, je vois. Est-ce qu'on peut mettre ces trois... Ça, c'est un truc que j'aime pas trop, même si ça part d'une bonne intention, la nutritionniste, elle aime pas trop en faire, elle aime pas trop trancher. Boire 2 litres par jour de lait végétal, c'est beaucoup, pas beaucoup de gens font ça. Et même si c'est moins que 2 litres, il faut éviter, s'il y a des huiles de graines dedans, s'il y a des additifs, enfin, ça reste mauvais pour toi. Trois choses, je t'aide si tu veux. Mais ça, tout en haut, bien Tout sûr, en haut, c'est le magnifique. matcha. Bah, c'est la Allez, même j'y vais. couleur que le vert, donc c'est parfait. Je dirais le lait, eh ben, je vais les mettre au milieu, pour l'instant. Après, le milieu, c'est plutôt à consommer... Oui, avec modération. Voilà, Tu avec peux en consommer modération. tous les jours, mais pas des litres non plus. Ça va, on est plutôt sur un truc assez équilibré pour l'instant. C'est pas mal. Franchement, je suis d'accord Avant avec ce classement. de pour passer à l'instant. la suite, j'ai une question par rapport au petit déjeuner, parce que ça m'y fait penser. Est-ce qu'il faut forcément petit déjeuner? Tu petit déjeunes, toi? Oui. Ok. Je petit déjeune des œufs, 2 œufs. Mais depuis pas longtemps. Avant, je petit déjeunais pas mal de sucre et j'avais très faim. Ouais, vers 10-11 heures. Oui. Bah, c'est sûr. En fait, le petit déjeuner, on est passé par le... C'est le repas le plus important de la journée. Ensuite, on est passé par le jeûne intermittent. Donc, on ne sait plus quoi faire. Tout à fait. C'est Est-ce pour ça que qu'il je te faut pose la manger, question. s'il ne faut pas manger? Ouais. Mais en fait, l'alimentation, c'est s'écouter. Si tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Bon, actuellement, c'est un peu plus compliqué que ça. Je veux dire, avec toute la malbouffe qu'il y a, la malbouffe est faite pour te donner envie d'encore plus de malbouffe. Donc, t'écoutes pas sur ça. T'écoutes pas sur tes envies de sucrer à chaque fois. Parce que tous les gros industriels, ils veulent qu'une chose, c'est que tu continues de consommer leurs produits. Donc oui, il faut s'écouter, c'est très important, mais pas sur tout. Si tu as faim, tu manges de manière équilibrée. Normalement, le petit-déj le matin, c'est quand même une source de féculents, très peu sucrés. Ça peut être des flocons d'avoine, ça peut être du pain, ça peut être des biscottes, sans trop de sucre non plus. Surtout une bonne source de protéines comme tu fais, c'est très bien. Des œufs, du fromage blanc. Il y en a, ils mangent du bacon. Bon, c'est un peu moins bon pour la santé. Il y en a qui prennent des protéines en poudre. Ça peut être OK aussi. Là, je comprends pas. Ça, c'est un truc, beaucoup trop de nutritionnistes sont OK là-dessus, mais c'est absurde. En fait, les protéines en poudre, c'est pas du tout comme des vraies protéines animales. C'est dénaturé, c'est généralement beaucoup moins bon pour ta santé. En plus, il y a toujours le risque de déséquilibre. Bon, c'est beaucoup plus faible parce que si tu manges avec d'autres choses, ça va. Mais faut faire attention à ce genre de truc. Je suis pas un gros fan. Et il y a d'autres nutritionnistes qui me rejoignent sur ça. Il y a d'autres nutritionnistes qui sont pas très fans de ce genre de produits. Aussi quand même un fruit pour t'apporter quand même un petit peu de fibre et que ça cale en fait jusqu'à midi. Oui, ça, c'est un gros petit-déj. Oui. Et il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas du tout faim à 8 heures et ça vient plus vers 9-10 heures, sauf que vers 9-10 heures, on est soit en cours, soit déjà en train de travailler. Et souvent, ces personnes-là prennent des petits gâteaux ou des choses très sucrées. C'est à bannir, ce genre de pratique? Bah, c'est pas à bannir, c'est que si tu as faim et que c'est ton premier repas de la journée, donne à ton corps quelque chose de nutritif. En gros, c'est à bannir. Elle veut juste pas le dire. Mais il y a comme une solution. Tu peux te faire ce genre de choses maison, de façon nutritive. Il y a plein de recettes qui existent. Tu peux facilement en trouver. Et surtout, c'est des personnes qui, au final, à 10 heures, elles vont prendre leur gâteau parce qu'elles ont faim et peut-être pas parce que ça leur fait réellement plaisir. Donc moi, je conseille, ou au pire, d'avoir quelques petits gâteaux du petit déjeuner et un fruit à côté. Ça, c'est déjà très bien. Après, si tu veux passer la step d'au-dessus sur la nutrition santé, tu peux prendre une poignée d'oléagineux, noix, noisettes, amandes, noix de cajou, etc., avec un fruit. Tu peux te faire un petit pudding la veille, tu vois, un pudding de graines de chia avec flocons d'avoine, etc., que tu prends le lendemain avec toi. Voilà, il y a plein d'alternatives, même un bout de fromage avec un fruit, tu vois, il y a plein. À l'époque, sur mes shorts, je disais que les flocons d'avoine, fallait les tremper. Mais j'ai appris que c'était pas spécialement assez. Il faut plus que ça. Il vaut mieux les faire fermenter, les faire germer pour éviter les antinutriments. D'alternatives transportables. Eh bien, écoute, on peut continuer. Moi, je t'ai fait une sélection d'aliments que je mangeais beaucoup à la fac. Ok. C'est juste là. Ah ouais. Donc, on a le sandwich triangle, la salade préfète et puis les chips. C'est des aliments que beaucoup d'étudiants mangent par souci de temps et même d'argent. Qu'est-ce que t'en penses déjà de tout ça? Ah, bonne question, hein. Je vais pas être très dure non plus. Moi, ce qui m'embête un peu dans tout ça, Elle a dit qu'elle allait pas être très dure. Mais en réalité, ça se voit qu'elle ne mangerait jamais ce genre de choses. Moi non plus. Et c'est pas pour rien. Premièrement, c'est cher.
On se rend pas compte comme ça, mais il y a tellement rien d'intéressant dedans que tu payes juste pour détruire ta santé. C'est déjà la qualité quand même des nutriments qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, le jambon, le fromage qui est à moitié un fromage. Je viens de Haute-Savoie, pour moi, un fromage comme ça comprends, n'est c'est pas pas un du tout moi. fromage, tu Oui, vois. ça doit faire mal. Et puis aussi, on a énormément d'additifs à l'intérieur. On a beaucoup de sel, on a beaucoup de sucre, on a beaucoup d'huile, on a beaucoup de conservateurs. Bon, ils se sont de plus en plus améliorés sur les recettes. Mais je trouve que c'est pas assez nutritif. Et puis ça, 2 heures après, pareil, t'as faim. Mais qu'est-ce que tu risques à manger autant d'additifs? Globalement, le problème, c'est qu'on sait pas trop. On ne sait pas trop, il y a pas mal d'additifs qui sont classés plus ou moins cancérigènes par l'Union européenne. On sait pas trop, mais on sait quand même pour certains additifs et c'est généralement des mauvaises choses. Tu veux vraiment éviter les additifs, je te conseille pas d'être OK avec ça. Par exemple, le E285, on l'utilise pour le caviar et l'OMS l'a classé comme cancérigène, et très néfaste pour la santé pour différentes raisons. Mais en fait, le problème des additifs, c'est surtout l'effet cocktail, tu vois. En plus, Si tu manges du sorbate de potassium, une fois de temps en temps, tu n'as peut-être pas de risque pour ta santé. Mais si tu manges du sorbate de potassium avec un autre additif, etc., c'est tellement complexe qu'on ne connaît pas en fait cet effet cocktail de mélanger tous les additifs tous les jours, tout le temps, etc. et en plus, c'est pas naturel, donc franchement, juste, il y a pas besoin d'y réfléchir 3000 ans, c'est juste assez logique que ce genre de choses, il faut éviter, tout simplement. Le but, c'est quand même de les limiter au quotidien. Et aussi de limiter toute cette perception que tu peux avoir aussi au niveau gustatif. Tu vois, ici, on n'a même pas du sucre, on a du sirop de glucose. Concrètement, le sirop de glucose, c'est pire que le sucre. Parce qu'en fait, tu as un effet sucré qui est énorme dans ton palais gustatif, ce qui fait que ça va continuer à t'habituer surtout au sucre et au goût sucré. Ouais, franchement, je suis carrément d'accord avec ça. C'est pas un truc que tu trouves comme ça dans la nature. En fait, j'ai pas ça. Je mets pas ça au montage, OK? Mais si on prend du miel, le goût sucré est pas le même que si tu consommais du sirop de glucose. Le sirop de glucose serait plus sucré que du miel. Ça paraît totalement fou, mais ouais, c'est la réalité. Et ce genre de choses, c'est aussi extrêmement addictif. C'est-à-dire que demain, si toi, tu te fais un sandwich maison comme ça, avec du pain, du jambon, du fromage, tu vas le trouver moins bon que ça. C'est ça la problématique. À l'époque, je mangeais de ce genre de sandwich dès que j'en avais l'occasion. Tu regardes, ça paye pas de mine, mais quand tu le manges, c'est pas si mauvais que ça. Moi, je dirais ça, si t'as pas le temps, bon, malheureusement, t'as pas le temps. Donc, tu le prends. À côté, tu me prends des petites tomates cerises. Si tu t'organises bien, tu peux franchement faire ce genre de choses maison, c'est tellement plus simple. Oui, je sais, ça peut être compliqué pour certaines personnes, les parents, tout ça, mais en vrai, je pense que c'est pas impossible de bien s'organiser. Si tu fais ce petit effort en plus, je te garantis que c'est bénéfique pour ta santé. Donc voilà. Tu vois, et c'est parfait. Et maintenant, il y a des tomates cerises, les petites barquettes à 99 centimes qui sont pas chères, etc. Ça, c'est un autre problème. Tu peux pas juste te dire je prends le moins cher. En réalité, si tu veux manger sainement, si tu veux être en bonne santé, il faut de l'argent. C'est comme ça. C'est pour ça que les riches vivent plus longtemps que les gens qui sont moins riches. Heu, Ta barquette de tomates cerises que tu vas acheter 99 centimes, oui, elle est pas chère, mais en échange, elle contient des pesticides qui sont pas bons pour ta santé. C'est pour ça que j'éviterai ce genre de choses honnêtement et encore une fois, un nutritionniste, mais ce genre de choses, on fait l'impasse sur ce genre de choses, c'est pas cool. Au moins, ça te fait un repas équilibré qui va te durer sur le long terme. Pour la salade, je sais pas trop quoi en penser. En fait, je trouve que pareil que les ramen, tu vois, on a une salade qui nous dit il y a des œufs dedans, il y a des légumes dedans, mais en fait, tu as quand même beaucoup de féculents, pas assez de protéines et pas assez de légumes, clairement. Mais pourtant, il y a des pâtes aussi. Ouais, c'est les du féculents. poulet, Ouais. Ouais, mais le poulet, tu vois, il est bien montré hein, sur la photo, là, comme Oui. ça, là. Mais en fait, à l'intérieur, tu as juste ces 2 petites tranches. Alors qu'en vrai, ton poulet, il faut qu'il fasse 100-150 grammes sur un repas équilibré. Donc, il n'y en a clairement pas assez. La problématique aussi de la salade, c'est le sel. Pareil, on est quasiment à 2 grammes de sel pour ta salade. Le sel, c'est de 5 à 8 grammes maximum par jour. Et encore moins si tu es africain, par exemple, parce que on a vécu pendant longtemps dans un environnement faible en sodium et donc on absorbe mieux le sel. On en a moins besoin et c'est pour ça qu'il y a plus de problèmes d'hypertension en Afrique. C'est quelque chose que j'ai appris assez récemment
Et ouais, les Asiatiques peuvent, par exemple, mieux résister au sodium que les Africains. C'est comme ça. C'est des différences qui sont naturelles. Donc tu es déjà quasiment à un tiers. Franchement, il y aurait mieux. C'est Nutri-Score A. Ouais, Donc en fait, là, moi, je suis un peu perdue parce qu'on a une salade avec des œufs. Franchement, ça, c'est le problème. Je pense que la majorité des gens n'arrivent pas à s'y retrouver dans un rayon. Tu vois quelque chose qui est Nutri-Score A, tu as l'impression que c'est bon pour ta santé. En plus, à l'intérieur, c'est vert, il y a plein de légumes, il y a des œufs. Ça a l'air healthy, mais en fait, tu manges quelque chose qui est pas bon pour toi, qui donne juste l'impression d'être bon pour la santé. Mais bon, c'est pas impossible de savoir ce qu'il faut manger. Plus tu te diriges vers des aliments bruts, plus c'est simple. Par exemple, une pomme de terre, tu sais que le seul ingrédient de la pomme de terre, c'est la pomme de terre. Donc tu sais qu'il y aura pas de problème et je te conseille vraiment de diriger vers ce genre de choses. Du poulet, des pâtes, des tomates. Nutri-Score A, qu'est-ce que ça veut dire Nutri-Score A? Pour moi, c'est bon pour la santé. Donc de fait, je crois en cette salade. Ouais. Non, mais en fait, on a fait l'amalgame entre Nutri-Score et bon pour la santé, déjà. Le Nutri-Score, à savoir que c'est pour différencier différents aliments sur exactement la même gamme. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas te dire que les chips, c'est moins bon à la santé parce que c'est Nutri-Score C que la salade qui est Nutri-Score A. En fait, tu as des critères qui font que ça permet, en tant que consommateur, de juste évaluer quand tu es dans le rayon comme ça, si tu as du C, du D et du B, ah ben, je vais prendre le B. C'est essayer de faire un choix simple, mais malheureusement, le Nutri-Score, il a des biais. Déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui font le choix de ne pas mettre le Nutri-Score, parce que ça reste quand même un choix aujourd'hui, même s'ils poussent quand même les entreprises à le mettre. Et aussi le Nutri-Score, alors ils l'ont réévalué il y a quelques années, il me semble il y a 1 an, mais je crois que les entreprises ont 4 ans pour le mettre en place sur l'étiquette. C'est qu'en fait, avant, ils ne prenaient pas en compte les édulcorants, la transformation du produit, ça c'est ultra important, la qualité des ingrédients, et ils prenaient que en fait le taux de sel, le taux de sucre et le taux de gras. Par exemple, une boisson énergisante sans sucre, bah, elle aurait pu être Nutri-Score A. Parce qu'en T'imagines, franchement, une boisson énergisante sans sucre Nutri-Score A, alors qu'elle est ultra transformée, et de l'huile d'olive qui est, oui, très grasse, mais pleine de bonnes choses, serait Nutri-Score E juste parce que c'est très gras. Ça n'a aucun sens. soi, bah, c'est très peu calorique. Il y a peu de Il n'y a sel. pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de gras, donc c'est Nutri-Score A, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Eh ben écoute, je te propose de ranger ces Oui. 3 aliments. Allez, ça file dans le rouge, il n'y aura plus de Il y a place à la plus de fin. place, ouais. Ça se trouve, on a fait les pires au début. J'avais une question aussi avant de continuer. Tu parles beaucoup de grammes, de peser les protéines, le machin, qu'il faut tant de protéines dans une assiette, etc. À titre perso, je n'ai même pas de balance, enfin, je pèse jamais mes aliments. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de Français. Oui. Comment éviter de devenir fou avec l'alimentation, Ouais. quoi? Bah, en fait, le problème, c'est que en tant que professionnel de santé, on connaît en fait les grammages de l'alimentation. Et ces derniers temps, avec surtout tout ce qui va être les influenceurs, coachs sportifs, muscu, etc., eux, ils pèsent beaucoup les aliments. Moi, je suis pas fan de ça parce que je trouve que ça apporte ce côté trouble du comportement alimentaire, à toujours vérifier qu'il me faut 80 grammes de féculents, qu'il me faut 110 grammes de protéines, etc. Et du coup, si demain mes potes ils m'invitent au resto, bah en fait, je vais me sentir stressée parce que je ne saurais pas combien de grammes de pâtes on m'aura mis dans mon assiette. Moi, je prône l'assiette équilibrée. Et c'est vraiment ça les recommandations de base parce que ça se trouve, toi, tu n'as pas les mêmes besoins qu'un grand gaillard qui pèse 120 kilos et qui va à la salle tous les jours. Ouais. Tu n'as pas les mêmes besoins, donc c'est difficile de donner un grammage. Mais en fait, l'équilibre dans l'assiette doit être la même. Vraiment, la moitié de l'assiette, légumes, un quart protéines, un quart féculents. Franchement, je suis carrément d'accord avec elle. Je pèserai pas mes aliments et je recommande à personne de le faire, sauf dans certains cas spécifiques peut-être. Et la moitié de l'assiette, ça fait toujours beaucoup en légumes, donc on peut faire un tiers, un tiers, un tiers. En parlant de sportifs, alors je voulais en parler après, mais on peut en parler tout de suite. Il y a ces 2 aliments qui sont beaucoup consommés Mais oui, plein de protéines. par les sportifs. Est-ce qu'on peut manger des œufs tous les jours? Oui, clairement. Avant, c'était la mode de dire que les œufs, ça apportait du cholestérol. Du cholestérol, j'en ai vu C'était il y a beaucoup. 30 ans, c'était l'ancienne génération. En fait, dans les œufs, on a on a différencié 2 types de cholestérol. Le HDL, le bon cholestérol, et le LDL, le mauvais cholestérol, entre guillemets. Dans les œufs, on a beaucoup plus de HDL que de LDL, donc du bon cholestérol. Ça pose pas de problème là-dessus. Les œufs, c'est vraiment l'élément nutritionnel qui est parfait. C'est celui pour lequel les protéines, on va le mieux les absorber.
n'écoute jamais ce genre de conseils et ça, c'est un truc pas mal de nutritionnistes vont te dire ça, mais qui est parfait, oui, mais en réalité, chaque individu est tellement différent que c'est impossible de faire des généralités. Peut-être que moi, je digère super bien les œufs, donc je peux en manger, j'assimilerai super bien les protéines, mais si toi, tu as du mal avec les œufs, que tu les digères pas bien, tu te sens ballonné après, tout ça te convient pas, en manger, c'est pas forcément une bonne chose. Peut-être qu'il vaut mieux que tu consommes d'autres aliments et que même si on te dit que les œufs, c'est excellent, c'est pas la réalité pour toi parce que, les œufs, tu les assimiles pas bien, les protéines, tu les assimiles pas bien non plus. Parce qu'en fait, on n'absorbe pas 100% des protéines qu'on consomme. Ah oui, d'accord. Oui, en plus, c'est facile à faire, facile à Ouais, emporter aussi. Si on fait un exactement. dur. Et les œufs, jusqu'à combien d'œufs on peut manger par jour? Il n'y a pas de maximum. Après, Ok. sur un repas, généralement, on peut être à 2 œufs par repas, ou 3. Ou vraiment, si tu es un grand gaillard de 120 kilos, tu peux en faire 4 pour avoir une assiette équilibrée. Franchement, ça m'étonne, je pensais qu'on pouvait en manger beaucoup plus, mais bon, faudrait que je me renseigne un peu plus sur ça. Dans ma tête, en manger 6 c'était pas un problème, mais bon. C'est énorme, quand Légumes même. et féculents à côté. Ouais, mais c'est énorme, mais tu te fais une petite omelette. En vrai, une petite omelette avec 2 œufs, c'est pas beaucoup. Hein. C'est Ça vrai. fait petit dans l'assiette. Hein. Ouais. Et 3 œufs, c'est bien. 3 œufs, ça t'apporte 18 grammes de protéines. Donc franchement, pour un repas équilibré, on est plutôt pas mal. Alors les œufs, par contre, il y a quelque chose à faire avec les œufs. Il faut les cuire vraiment à la bonne manière pour avoir une biodisponibilité qui est parfaite. D'accord. C'est-à-dire que si tu manges un œuf cru, tu vas quasiment pas absorber les protéines. Le mieux, c'est le blanc cuit, le jaune coulant. Donc D'accord. les œufs au plat, c'est parfait. Les œufs durs, tu vas absorber peut-être un peu moins, plutôt 90 que 99. En fait, c'est totalement vrai et les œufs, tu peux te faire des œufs au plat, c'est super bien, mais si tu veux faire des œufs durs, essaie de te faire des œufs mollets ou des œufs où le jaune est encore coulant au milieu, en les cuisant pendant 6-7 minutes au lieu de 10. Comme ça, tu auras des œufs vraiment meilleurs pour ta santé et il y a beaucoup de gens les œufs crus, ça dégoûte beaucoup de gens, mais en réalité, si tu as déjà mangé du tiramisu, de la mousse au chocolat ou de la mayonnaise, tu as déjà mangé des œufs crus. Bon, c'est pas comme ça, mais c'est incorporé dans une recette et ça se fait. C'est pas horrible, c'est juste que c'est vraiment moins efficace pour absorber les protéines. Tu absorbes jusqu'à 50 de moins. Mais en tout cas, les œufs au plat, c'est vraiment le meilleur. Ah, c'est bon à savoir. Oui. Et du coup, là, on parle beaucoup des œufs, mais le skyr, c'est aussi un aliment qui est bon pour la santé et pour son Ouais. organisme. Pourquoi? Totalement. Mais en fait, c'est donc un produit laitier. Donc déjà, c'est pas mal, ça t'apporte quand même pas mal de calcium. Au niveau densité calorique, c'est la quantité de calories par rapport à la taille de l'aliment. On est vraiment bien parce que ça, pour un pot entier de skyr, t'as même pas, il me semble, 500 calories. C'est vraiment rien du tout. Et puis du coup, ça t'apporte des protéines, du calcium. Le skyr, c'est un peu à la mode. Mais en termes de protéines, si tu veux quelque chose de beaucoup moins cher, tu peux prendre du fromage blanc 0%. On est parfait. Ok. Et c'est 3 fois moins cher. Eh ben, Oui, écoute, très bien. de ce que je comprends, ça va plutôt dans le vert. Si je Ah me- mais ça va Ouais. tout en haut là. C'est vraiment Tu un veux que top j'y aille du top. B, allez. Je vais essayer de pas faire tomber d'œufs. J'espère qu'ils sont cuits. Je suis pas sûre. Ah ok. Bon, il y a un aliment qui est sur la table depuis tout à l'heure. Je pense que t'as compris ce que c'était. Mon Dieu. Moi je trouve que ça sent pas. Hein. Bah, ouvre la boîte, tu verras. Waouh. La C'est- boîte elle est luisante Ouais, tellement il y a c'est du ce fameux, ouais, c'est ce fameux testicrousti, donc Ouais, la chose le qui est beaucoup à la testicrousti. mode Je sais pas ce que c'est le Tasty Krusty. Ça a l'air d'être un truc de malbouffe. Tout ce que je sais, c'est que ça présage rien de bon. chez les jeunes. Il y a du poulet, du riz, nutritivement parlant, c'est plutôt ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ça reste un fast-food. C'est-à-dire que tu pourrais te dire pareil, en soi dans un burger, tu as du pain et un steak. Donc en soi, c'est pas mauvais. Ouais, sauf que le pain du burger peut avoir jusqu'à 20 ingrédients à McDo, il me semble. Les frites, 15. C'est vraiment aberrant tout ce qu'ils mettent pour de simples burgers ou de simples frites. Et ça n'a rien à voir avec du vrai pain, ça n'a rien à voir avec des vraies frites. C'est un autre monde. Ouais, mais en fait, là, t'as pas que ça. T'as aussi beaucoup de gras. Je sais pas si on verra aux caméras, mais c'est luisant. C'est bien gras quand même. Hein. Toute la sauce ici, c'est vraiment gras. Aussi en termes de quantité, du coup, j'en ai jamais mangé, donc je pourrais pas dire. Je pense que j'arriverai peut-être pas à tout finir. Il y a quand même beaucoup de riz.
Le riz, c'est pas mauvais à la santé, c'est un très bon féculent. Mais là, il y en a quand même une grosse portion. Ton poulet, c'est pareil, c'est du poulet qui a été mis en panure, qui a été frit. Donc en soi, il a été chauffé à très haute température. En plus, il y a plein d'additifs dans ce genre de poulet, c'est pas éthique du tout, heu, à bannir pour moi, simplement. Pareil, c'est du poulet qui a été mis en panure, qui a été frit. Donc en soi, il a été chauffé à très haute température. C'est pas forcément bon pour la santé. Et puis le pire, bien sûr, par-dessus, c'est toute la sauce en fait. C'est toute la sauce. C'est pas des bonnes matières grasses végétales parce que généralement, du coup, ça va être fait avec des huiles qui sont de mauvaise qualité, des huiles beaucoup plus transformées et raffinées. Donc ça va pas être un bénéfice santé pour toi. Mais pareil, ça reste un fast-food. Une fois par semaine, tu peux te manger un testi-crosti. Et on risque rien si on en mange une fois par semaine. Exactement. Ok. Oui, il faut arrêter de culpabiliser là-dessus. Bon, tu me fais pas un testi-crosti le lundi, un burger le mardi, une pizza le mercredi, tu vois. Je pense que ça, c'est un problème qu'ont pas mal de gens, faire des exceptions trop souvent. Aujourd'hui, je sais pas, je m'autorise un verre d'alcool, c'est exceptionnel. Le lendemain, oh tiens, je m'autorise un McDo, c'est exceptionnel. Le surlendemain, ah, un bonbon, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et après, un gâteau. Non, non, pour moi, les exceptions, c'est le moins possible. Si tu veux vraiment t'en faire, essaye juste de faire le minimum d'exceptions que tu peux, histoire de ne pas avoir de moment où tu craques complètement, mais au bout d'un moment, il faut essayer de casser ce cycle, ce cercle vicieux d'avoir besoin de malbouffe à un certain degré. En réalité, une fois que tu casses ce cycle, tu en as plus besoin du tout. Ouais, je vois. Mais je pense que c'est similaire au tacos en termes de composition nutritionnelle. C'est galère de trouver le nombre de calories qu'il y a à l'intérieur. J'avais déjà essayé de chercher, mais malheureusement, ça reste un mystère. Il me semble qu'il joue un peu là-dessus. Ça reste un produit plaisir. Si tu le prends une fois par semaine et tu te fais plaisir, c'est parfait. Bon, je me permets de le refermer pour Ouais, l'odeur. ouais. Et sinon, ça nous donne trop envie aussi. Ouais, aussi, ouais. Bon, et du coup, celui-là, on le met... Ça, c'est le genre de truc, tu me mets devant moi, je pourrais rester une après-midi sans en manger. Bon, si j'avais que ça et que j'ai pas mangé depuis 2 jours, ça m'est déjà arrivé ce genre de choses, ça donne envie, mais faut apprendre à se contrôler et à ne pas manger ce genre de choses dans n'importe quelle situation. Mais ouais, si tu te fais ce genre de choses sainement, c'est tout aussi bon et t'as que des points positifs à faire ça. Tu peux te prendre du vrai poulet, te faire une panure toi-même, te faire des sauces toi-même, tu peux te faire ton riz, enfin faire du riz, c'est pas compliqué en vrai. Et voilà. Ouais, on le met en rouge quand même. On va le met en pas, rouge. Ah, la on va liste, pas déconner non plus. Hein. La liste s'allonge. Allez, j'y vais. Il y a aussi un truc avec l'alimentation. Et d'ailleurs, on le voit à l'étagère. On a l'impression qu'on peut plus rien manger, quoi, au final. Ah, mais quand on c'est parle que de tout ça. tu as voulu me piéger. T'as pas pris les bons Non, non, aliments. c'est vrai que là, pour la vidéo, effectivement, j'ai pris des très mauvais aliments. Mm. Et franchement, ça, c'est un problème assez courant de pas mal de gens qui savent plus trop quoi manger et qui ont l'impression que tout est mauvais. Mais ça, c'est parce que quand on s'y connaît pas assez bien en nutrition, on croit peut-être un peu trop tout ce qu'on voit. Il y a des gens qui vont dire qu'un truc est mauvais, puis quelqu'un d'autre qui va dire que c'est excellent. En réalité, on se prend pas la tête, on mange des aliments bruts et ensuite on affine. Vraiment, première chose, manger des aliments bruts, ensuite affiner. Pour la santé, et on le sait. Mais du coup, tu réponds quoi à ces personnes-là qui tiennent ce genre de propos? Je les comprends. Franchement, je les comprends parce que aujourd'hui sur les réseaux, mais tu vois tout et n'importe quoi, tu es perdu. On te dit qu'il faut manger des flocons d'avoine le matin. Dernièrement, on te dit il y a le cadmium, tout est contaminé, on peut plus manger de flocons d'avoine. Le chocolat noir, c'est pareil. Donc en fait, tu te dis mais je vais manger quoi? Même l'eau, on dit qu'elle est contaminée, peu importe si tu la prends au robinet ou en bouteille en plastique. Donc tu te dis. C'est vrai. L'eau est contaminée et en réalité, c'est pas compliqué, il faut juste acheter un filtre à gravité. J'ai un distillateur, mais bon, ça fait disjoncter trop de trucs, c'est trop compliqué. Un filtre à gravité de qualité, ou alors, comme en bouteille, il y a Volvic et Monrocous qui sont pas mal, mais Monrocous, on n'en trouve plus, mon eau préférée. En tout cas, très important, ne pas boire son eau au robinet. Un peu de contaminant tout le temps, sur la durée, c'est vraiment pas bon pour toi. Et si tu sais plus quoi manger, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, consomme des aliments bruts et ensuite tu vois pour affiner, voir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est un peu moins bien. Comme ça, tu te prends pas la tête. Mais en fait, on va manger de l'herbe, je sais pas ce qui se passe. Mais non, en fait, il faut juste revenir aux bases. Regarde, si tu fais attention, en haut, c'est que des aliments bruts. L'étagère du milieu, il y a du lait et du lait d'avoine, c'est à peu près brut. Et en bas, c'est que des aliments ultra transformés. C'est pour ça que je te dis vraiment, priorise les aliments bruts et tu te facilites la vie. Les légumes, les fruits,
Les légumineuses, haricots rouges, pois chiches, lentilles corail, c'est super intéressant pour notre santé. Tout ce qui va être viande, poisson, œufs. On te dit, oui, les poissons, il y a le thon qui est contaminé, etc. Il y a des alternatives, tu prends des petites boîtes de sardines, de maquereaux, c'est très bien aussi. En fait, le but dans l'alimentation, c'est surtout ne pas s'arrêter sur un seul produit, mais de varier tout le temps. Tu prends une fois la marque distributeur, une fois une marque discount, une fois une marque standard, mais que tu trouves correcte au niveau du prix. Et au moins, tu varies. Ça, c'est un truc, j'ai pas mal de mal, c'est de varier parce que quand ton budget n'est pas infini, varier à chaque fois, c'est quasiment impossible. Mais c'est vrai que varier, c'est un peu mieux pour éviter les contaminants. Après, je déconseille de prendre des marques pas chères sous l'excuse qu'il faut varier. Non, en réalité, le bio, ça reste meilleur généralement que les marques discount. Tu vas varier les origines aussi de ton aliment. Et du coup, par incidence, tu vas diminuer en fait la fréquence de consommation de ton produit. Et du coup, tu vas potentiellement limiter tes risques de contamination excessive. Mais on peut quand même manger, hein. Franchement, il y a plein de choses intéressantes. Maintenant, il y a tous les plats surgelés aussi qui peuvent être intéressants. Les légumes surgelés, c'est ultra rapide à cuire. Justement, en parlant de plats surgelés, Ouais. j'en ai un sur ma table. C'est celui-là, donc c'est des tagliatelles à la carbonara. Qu'est-ce que t'en penses? Il est en rouge, il fait peur, hein. Il claque, peur, ouais. il doit claquer dans le rayon. C'est un plat instantané, cuit en 6 minutes, voilà. Ouais. Que moi aussi je suis amenée à consommer. Parfois, Formule quand j'ai pas le express. Mais écoute, il faut savoir que sur les plats préparés, les industriels se sont beaucoup améliorés. Maintenant, il y a plein de plats préparés qui peuvent être intéressants nutritionnellement. Il y a beaucoup moins d'additifs qu'avant parce qu'au niveau conservation, on a amélioré les processus de transformation. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, je dirais, les plats préparés, bien sûr, ça doit rester de temps en temps. Il y a des alternatives qui sont un petit peu plus saines que les plats préparés. Moi, je dirais, si tu dois choisir un plat préparé, c'est surtout, tu prends quelque chose où il y a de la protéine dedans. Tu vois, là, tu as des tagliatelles à la carbonara. C'est pas le mot protéine qui ressort en premier. Du coup, ça va être assez riche en gras à cause de la sauce et assez riche en féculents. Et du coup, tu vas te retrouver avec quelque chose qui est très lourd d'un coup, que tu vas avoir du mal à digérer. Et à 16-17 heures, tu auras ultra faim et tu auras manqué des légumes, des protéines. Je vois ce qu'elle veut dire, moi aussi, j'ai déjà dû manger ce genre de plat. En plus, j'aime bien. Mais le truc, c'est que si tu pars en vacances ou que t'as pas le temps, tu dois préparer un truc rapidement, soit tu peux faire du batch cooking, mais si t'as vraiment pas le temps et tu veux prendre un plat préparé, tu peux aussi. Faut juste être sûr, encore une fois, de la qualité. Prendre ce genre de plat, on dirait pas, mais encore une fois, il y a des additifs, des huiles de graines qui causent de l'inflammation. Et tu peux éviter ce genre de choses, même si c'est certainement mieux qu'un McDo. Je suis toujours pas fan de ce genre de plat. À éviter le plus possible. Si tu peux pas, vas-y, mais prendre de la qualité, absolument. Donc maintenant, il y a plein de plats préparés qui sont faits où il y a un petit peu plus de légumes à l'intérieur et de protéines. C'est vraiment ceux à choisir. Tu vois, il y a écrit une viande, il y a écrit un poisson, il y a écrit des œufs, etc. Tu prends ceux-là. Et puis à côté, tu te prends une petite barquette de tomates cerises. Toujours la barquette. Toujours la Moi, ce que je fais personnellement quand je pars en voyage et que je prends un plat préparé, par exemple, je prends du quinoa bio en sachet à faire au micro-ondes. C'est dans du plastique, c'est pas ouf, mais bon, comme t'as que ça, tu fais ça. Et ensuite, à côté, je me mange du fromage, genre de la feta, du parmesan, très salé. À l'époque, j'y faisais pas trop attention. Mais au moins, tu as une bonne quantité de protéines parce que c'est important, les protéines. Et en bio, je sais pas si tu arriveras à trouver des options protéinées. Peut-être, si c'est le cas, achète ça. Mais sinon, essaie de trouver des solutions. Les fromages, c'est souvent pas mal protéinés et t'as pas besoin de préparer, donc c'est pas mal. Ah, il y a aussi le jambon, le saumon. barquette de tomates cerises. Ou le jambon. Exactement. Est-ce que si je mange un plat surgelé tous les jours, toute la semaine, c'est OK? Je dirais que ça va. C'est moins pire que le ramen, c'est moins pire que la salade, c'est moins pire que le sandwich. Parce qu'encore une fois, le plat préparé, on arrive quand même à trouver quelque chose maintenant qui peut être équilibré si tu ne me prends pas les tagliatelles à la carbonara. Où est-ce qu'on place ce plat surgelé? Au milieu quand même. Au milieu? Bah, je te Je laisse, pense que c'est quand même plus intéressant que le testi-crousti, que le sandwich et la salade, ça c'est sûr. Au milieu, honnêtement, ça c'est le changement que j'aurais fait de la vidéo. En tout cas, le plus gros changement, il va y en avoir un autre après. Mais j'aurais quand même mis ce plat tout en bas parce que ça reste ultra transformé et si tu trouves pas une bonne alternative, c'est pas bon pour ta santé. On continue sur nos aliments. Je te propose encore des plats typiques étudiants.
Et Ouais. même, tu vois, moi je suis plus étudiante, mais je consomme encore du cordon bleu et du pesto. Qu'est-ce qu'on en pense de ces deux aliments? Bah, en fait, ça va aller vite sur ces aliments. Un cordon bleu, ça reste quelque chose d'ultra transformé. On te prend du poulet qui est reconstitué, on te prend un jambon de mauvaise qualité, le fromage Ça rejoint pareil. le sandwich le triangle, pané, finalement. Ouais. Exactement, ça va vite. C'est salé, c'est ultra transformé. Donc ça, c'est vraiment à limiter au quotidien. Elle a totalement raison, c'est vraiment pas bon pour ta santé. En plus, il y a une étude qui a été faite il y a longtemps. J'avais vu dans un documentaire sur Arte qu'il y a pas mal de microplastiques dans le poulet du cordon bleu. En plus, tu peux t'en faire toi-même. Je sais, je vais tout le temps dire ça. Je sais, je parle tout le temps de tout faire maison, mais c'est vraiment la meilleure solution. Quand tu as envie d'un truc, fais-le maison. C'est 1000 fois mieux que tout ce que tu peux trouver. Je pourrais même te le mettre dans la case en dessous, tu vois, Ah oui, la case Ouais. tasse. vraiment. Ah ouais. Mais pareil, si c'est ton plaisir, tu peux en manger une fois par semaine. En plus, tu as les vignettes à collectionner généralement. Ouais. Donc, si tu fais la collecte, bon. Et le pesto? Et le pesto, c'est très bien. Le pesto, c'est délicieux. C'est comme la sauce tomate en vrai. Hein. Généralement, alors c'est un peu plus gras que la sauce tomate parce qu'on a de l'huile à l'intérieur. Mais l'huile, généralement, ça va être de l'huile de colza ou de tournesol. C'est pas mauvais pour la santé. L'huile de tournesol, quand même, il faut faire très attention. On consomme tous beaucoup trop d'oméga 6. Et c'est vrai que l'huile de tournesol, c'est encore une fois très riche en oméga 6. Donc, faut éviter. Je te conseille l'huile d'olive, l'huile de colza, c'est OK aussi. Mais le pesto, ça dépend de celui que tu prends. S'il est à l'huile de tournesol, faut éviter. Sinon, s'il est à l'huile d'olive ou à l'huile de colza, ça va. Tous les pestos, à chaque fois, ils ont un petit peu de sucre et de sel à l'intérieur. Ça reste minime parce que généralement, tu te manges pas le pot entier d'un coup. Donc, je dirais, c'est en haut, voire au milieu. Ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes en alternative au cordon bleu? Parce que c'est rapide, ça coûte pas forcément très cher. Ouais. Et en plus, c'est bon. On va pas se mentir. Mais, tu te prends des steaks hachés surgelés que tu gardes au moins dans ton congèle. C'est rapide, Ouais. clac, clac, à la poêle, 5 minutes et c'est fini. Je pense même que des tranches de jambon, c'est plus intéressant pour ta santé D'accord. que le cordon bleu. Moi, ça m'arrive des fois de manger des tranches de jambon bio, sans nitrite. Et c'est 1000 fois mieux que un cordon bleu ou ce genre de choses. Qui reste quand même ultra transformé, ou des œufs. C'est ultra rapide aussi à faire. Je te propose de les classer. Je Ouais. peux t'aider si tu veux sur le pesto. Ah bah, le pesto, il va aller tout en haut. Allez, Ouais, ça fait ouais. plaisir. Et le cordon bleu, malheureusement, il a une mauvaise note. Ce pesto-là, je l'aurais mis au milieu. S'il était bio, je l'aurais mis tout en haut. Mais le problème, c'est que ce pesto, s'il est à l'huile de tournesol, vraiment, c'est pas bon pour toi. Hop là. Bon, le dernier aliment qui est sur cette table, une brioche industrielle. Pour les enfants ou pour les adultes? Pour tout le monde, on va dire. Ouais. Non, franchement, c'est bon au goût. Hein. Mais On va parler plus largement des sucreries parce que j'ai mis Ouais. ça, mais on peut parler des gâteaux, du sucre. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un paquet? globalement, un produit sucré restera un produit sucré. Je suis pas d'accord. Franchement, ça dépend. Si c'est un produit sucré ultra transformé de basse qualité, ça reste un produit sucré, effectivement. Mais si c'est du miel, un produit brut sucré, des fruits, ça n'a rien à voir. Généralement, on voit dans les supermarchés, tu sais, pas mal de gâteaux maintenant sans sucre, qui te paraissent un petit peu plus light, meilleurs pour ta santé, bio, etc. Ça restera un gâteau, ça restera un biscuit. Je vois ce qu'elle veut dire, mais oui, niveau sucre, ça sera toujours à peu près la même chose. Par contre, la différence, c'est que si tu prends un petit gâteau sucré bio, tu auras au moins un peu moins de pesticides. Tu éviteras aussi des OGM, tu éviteras encore une fois des perturbateurs endocriniens et des additifs. Donc, c'est toujours mieux. Je préfère que tu te fasses kiffer en prenant un paquet qui te fait réellement plaisir, qui te ramène à des souvenirs d'enfance, etc., une fois de temps en temps, que d'avoir des biscuits qui paraissent un petit peu plus sains, mais tous les jours. Parce qu'en Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais franchement, ce genre de choses, tu peux les faire maison. Et en plus, c'est simplement meilleur. Oui, ça prend plus de temps, oui, c'est moins pratique, mais tu peux limite te faire des petits biscuits. Un jour dans la semaine, tu prends 3 heures. Comme ça, tu en as pendant longtemps. Et au moins, tu pas besoin d'acheter n'importe quoi d'ultra transformé. Ça vaut la peine. fait, la quantité de sucre, elle est globalement pareille. La liste d'ingrédients, c'est un petit peu la même. C'est de la farine de blé, c'est du sucre, c'est de l'huile. Donc, en soi, il vaut mieux te faire kiffer moins souvent, mais réellement,
que vraiment de manger tous les jours des produits quand même ultra sucrés. Est-ce que vouloir supprimer totalement les sucreries, c'est une bonne idée? Non. Pourquoi? Vraiment pas, mais ça crée de la frustration, c'est horrible. Mais le but de l'alimentation, c'est quand même de se faire plaisir. Et comme je t'ai dit, tu vois, 80% du temps équilibre, 20% du temps on se fait plaisir. Et en fait, le problème d'interdire, c'est que ton cerveau, il aime pas ça, l'interdiction. Et du coup, tu vas constamment penser à ton petit gâteau qui te fait plaisir. Et du coup, tu vas pas te sentir. Mmh. Non, 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 c'est pas vrai. En réalité, ça, c'est seulement au début. Peut-être que manger aucune sucrerie au début, ça peut te paraître super dur, mais une fois que tu as dépassé ce stade, tu même plus besoin de manger de sucreries. Moi, mes sucreries actuellement, c'est du miel, des fruits et du miel, c'est à peu près tout. Et j'ai pas besoin de me faire de gâteaux. Je peux m'en faire si j'ai envie, mais c'est pas une obligation. Et franchement, le plus dur, c'est de commencer. Le plus dur, c'est d'arrêter la malbouffe pendant un certain temps, peut-être un mois, peut-être 2 mois, peut-être même un an. Mais ensuite, tu verras, tu auras juste plus envie de ce genre de choses si tu arrives à changer ta mentalité et te dire que tu ne manges plus ce genre de choses. Bien. Et le jour où tu vas craquer, tu vas en manger 2 paquets entiers, alors que tu en aurais pris que un de temps en temps. Ça, c'est un piège par contre, c'est que si tu arrêtes les sucreries, mais que tu as peur de craquer, tu peux quand même te faire des sucreries, mais saines, encore une fois, comme je disais, avec des ingrédients bruts, du miel, des bananes, des farines. Tu peux te faire des gâteaux, tu peux te faire des biscuits. Là, il y a pas de souci. Par contre, pas de gâteaux ultra transformés, ça jamais de la vie. Et même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ne dit pas d'être à 0 sucre. Ils disent d'être au mieux à 25 grammes et à maximum 50 grammes par jour. Eh ben écoute, je te laisse aller poser le dernier aliment. Ouais. Je pense que je vais le mettre ici avec modération. Est-ce qu'on valide ce classement? Oui, je pense. Non, 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 non. En fait, ça va, mais le seul truc que j'aurais changé, c'est la petite brioche pas. J'aurais mis tout en bas parce que c'est vraiment pas bon pour ta santé, ça reste ultra transformé. Le pesto, c'est discutable, mais en haut, ça va. Si c'est du pesto de qualité, il y a pas de problème. C'est Ça pas me mal. paraît pas mal, en vrai. Oui. Ok, et ben écoute, je crois qu'on a terminé. En tout cas, il n'y a plus rien sur la table. Merci beaucoup, Célia. Ben, merci à toi, Laurie. C'était super intéressant et j'ai appris plein de trucs. Donc, Bon, bah, j'espère génial. que je mangerai mieux après cette vidéo. En tout cas, si ce genre de vidéo vous intéresse, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi nous suivre sur Insta et TikTok. Bref, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Franchement, c'était une bonne vidéo. Je trouve que c'est super instructif. Au moins, tu auras vu mon point de vue. Après, à toi de voir quelle approche tu trouves la plus pertinente pour toi. À toi de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si t'en veux plus dans ce style. Et voilà. Ciao.